Au milieu des fourmis, une série documentaire écrite et présentée par Aurélien Haussé. Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer de parler de la morphologie des fourmis et en particulier nous allons parler du thorax. Comme chez tous les insectes, le corps de la fourmi se compose de 3 parties. La tête, le thorax, dont nous allons parler aujourd'hui, et de l'abdomen. La fourmi ne possède pas de squelette interne, mais un exosquelette composé de l'hypoderme et de la cuticule. La cuticule, cette partie formée notamment de protéines et de chitine. Ce squelette externe est composé de plaques sclérifiées disposées en anneaux. Le corps de la fourmi est ainsi composé de petits fragments rigides, les métamères, dont certains ont fusionné tout simplement pour former des parties distinctes comme la tête. L'exosquelette est comme une carapace de protection pour la fourmi, qui sert de matrice pour contenir les organes internes et qui sert de point de fixation des muscles. Cette barrière physique empêche les pertes d'eau de la fourmi et préserve son corps contre les intrusions des bactéries, des virus ou des parasites. Sa partie la plus externe, très fine et riche en cire, est imperméabilisante. Plus en profondeur, une zone épaisse, mélange entre chitine et protéines, confère une grande résistance et souplesse. Enfin, la cuticule contient des pigments de la famille des mélanines, jaune à roux et brun à noir, qui, associés, font apparaître un ensemble de couleurs variées entre les espèces, mais aussi sur un même individu, car tout ceci est génétiquement codé. Ainsi, nous pouvons observer des fourmis rouges, noires, brunes, roussâtres ou jaunes, avec parfois des différences au sein d'une même espèce. Par exemple, l'espèce Formica rufa est rouge et noire, tandis que l'Asius niger est brune sombre à noir. En revanche, si chez Myrmica laevinodis, le mâle est brun sombre, la reine et les ouvrières sont quant à elles brunes-rouges. L'exosquelette confère aussi à une espèce de fourmi sa forme avec ses caractéristiques. L'identification d'une espèce de fourmi repose en grande partie sur sa morphologie. Le thorax est la partie médiane du corps sur lequel sont attachés les appendices locomoteurs, à savoir les 3 paires de pattes, mais aussi les ailes chez les futures reines et chez les mâles. Le thorax n'a pas le même aspect suivant la caste. La musculature qu'il protège sert à bouger la tête et les pattes, mais aussi les ailes chez les mâles et chez les futures reines. Ainsi, le thorax est plus développé chez la reine que chez les ouvrières, car il contient les muscles alaires indispensables au vol nuptial. Il est volumineux chez les mâles, car il contient aussi une puissante musculature alaire. Le thorax est particulier chez les fourmis. Il est fusionné avec le premier segment de l'abdomen pour former un ensemble nommé mésosome, mais par mesure de simplicité, le terme thorax est parfois utilisé pour désigner cet ensemble médian. Nous allons à présent parler du cou des ouvrières. Parler du cou de la fourmi est singulier. En effet, il n'est pas intéressant de parler du cou de l'abeille ou du papillon. Mais il faut savoir que le cou n'est pas anodin chez la fourmi. C'est grâce à la musculature de son cou que la fourmi est capable de porter autant de poids. Nous avons ici en mémoire plusieurs images d'ouvrières ramenant au nid des proies ou des feuilles sur de longs mètres. En effet, une fourmi peut traîner jusqu'à 60 fois son poids. Une ouvrière peut soulever jusqu'à 1000 fois son poids. Plus un organisme est petit, plus il peut porter un nombre important de fois son poids. C'est une règle connue. La puissance d'un organisme est proportionnelle à la taille au carré, alors que le poids est proportionnel à la taille au cube. En divisant la taille par 10, le poids est divisé par 1000, mais la puissance ne l'est que par 100.
Des insectes comme la fourmi sont coutumiers de tels efforts depuis des millions d'années. Mais cette force des fourmis, en particulier des ouvrières, parfois caractérisées comme herculéennes, a une origine toute simple. Nous le savons, les ouvrières sont dépourvues d'ailes et ne possèdent donc pas de muscles dédiés aux ailes, car comme nous le verrons, elles n'ont pas besoin de voler. Ainsi, contrairement aux jeunes reines et aux mâles, les ouvrières ont tout simplement, en contrepartie, développé les muscles de la tête, du cou et des pattes, ce qui leur permet de soulever autant de poids. Nous verrons ultérieurement comment ces capacités inspirent les hommes dans le domaine de la robotique. Quoi qu'il en soit, les ouvrières possèdent une architecture morphologique unique. Leur premier segment thoracique est prédominant, ce qui est en partie dû à l'absence de muscles liés aux ailes qui, chez les futures reines, sont rattachés au deuxième segment. De puissants muscles attachés au premier segment permettent aux ouvrières de renforcer l'articulation entre la tête et le thorax et d'utiliser ses mandibules pour porter, creuser ou couper. Nous le savons, le thorax porte aussi les pattes. La fourmi adulte possède 3 paires de pattes, ce qui est caractéristique de tous les insectes. Les pattes sont composées de 7 articles. La hanche, le trochanter, le fémur, le tibia, l'éperon tibial, le tarse et la griffe prétarsale. Au sein d'une même espèce, les pattes sont toujours plus courtes chez le mâle. La patte s'insère dans le thorax par l'intermédiaire de la coxa, une hanche articulée. Elle se prolonge par le trochanter, le fémur, le tibia et enfin le tarse particulièrement riche en sencilles. L'extrémité du tarse porte une paire de griffes entre lesquelles s'observe un petit coussinet. Ce petit coussinet confère à la fourmi une très bonne adhérence et lui permet de monter sur des supports verticaux ou de marcher la tête à l'envers, comme par exemple au plafond dans notre maison. Ce coussinet sécrète en fait un liquide qui maintient la fourmi au support par simple capillarité. En fonction de l'espèce et surtout de ses mœurs, ces petites pelotes adhésives sont plus ou moins développées. Nous le comprenons, chez les fourmis arboricoles, elles sont indispensables pour évoluer sur des feuilles lisses, tandis que chez les fourmis évoluant au sol ou en sous-sol, elles sont présentes mais beaucoup moins développées car moins nécessaires. Et d'après la littérature, certaines espèces en sont totalement dépourvues. La paire de pattes avant est singulière chez les fourmis. Les pattes avant des fourmis sont dotées d'une encoche munie d'une sorte de peigne à dents très serré au niveau du tibia, dans lequel elles glissent leurs antennes afin de les brosser et d'éliminer les impuretés. Le dernier article des pattes antérieures des reines porte aussi des soies courtes et souples qui lui permet de manipuler ses œufs pour les lécher sans les léser. La littérature fait état d'autres singularités autour des pattes de la fourmi. Par exemple, chez l'espèce Arpegnator saltator, est une espèce de fourmi sauteuse qui mobilise ses pattes médianes et postérieures pour se propulser. Enfin, nous pouvons mentionner l'espèce Cataglyphis bombicina, fourmi argentée du Sahara, fourmi la plus rapide du monde qui est capable de se déplacer à 0,855 mètres par seconde grâce à ses pattes très courtes et à des mouvements parfaitement synchronisés comme l'ont révélé des travaux de recherche en 2019. Cette fourmi est aussi capable de marcher sur du sable chaud, pouvant atteindre 60 degrés grâce aux propriétés de ses pattes.
Les fourmis que nous rencontrons couramment sont des fourmis sans ailes. Reine installée dans son nid, ouvrière ou fourmi soldat. Ce n'est pas l'image collective que nous avons de la fourmi, mais certains individus, chez les fourmis, possèdent des ailes à un moment donné dans leur vie ou toute leur vie. Observer des fourmis avec des ailes est rare dans la nature. Sous les climats tempérés, l'arrivée de telles fourmis n'a lieu qu'en été et peut même faire penser à une autre espèce que celle rencontrée habituellement dans son jardin. N'oublions pas que les fourmis sont des insectes hyménoptères, ce qui, sur le plan étymologique, Hymenoptera vient en partie du grec ancien pteron, qui veut dire aile, et hymen, membrane. Certains individus ont donc des ailes membraneuses. Pour être précis, pratiquement toutes les fourmis sexuées, mâles et femelles non fécondées, que nous pouvons observer que difficilement, possèdent 2 paires d'ailes insérées sur le thorax, comme les autres hyménoptères. Ces appendices membraneux sont de tailles inégales. L'aile avant est plus grande que l'aile arrière. Ces ailes servent tout simplement aux individus à leur dissémination loin du nid maternel, en passant par l'essaimage, le vol nuptial, jusqu'à la fondation d'une nouvelle colonie pour une jeune reine. Les mâles ne vivent que quelques heures à quelques jours après l'accouplement et possèdent de ce fait 2 paires d'ailes toute leur vie. Les jeunes reines fécondées se séparent en revanche assez rapidement de leurs ailes. Après l'essaimage, une fois retombées au sol, les jeunes reines se débarrassent de leurs ailes devenues inutiles. Les reines fourmis utilisent leurs pattes et parfois même leurs mandibules pour arracher, une par une, leurs 4 ailes. Sans leurs ailes, les reines se déplaceront plus rapidement, attireront moins les prédateurs et utiliseront moins d'énergie pour avancer. Après l'arrachage des ailes par la reine, il est possible d'observer, sous loupe binoculaire par exemple, les cicatrices de ces ailes sur le thorax. Cela permet de vérifier s'il s'agit d'une reine ou d'une simple ouvrière, chez certaines espèces par exemple. Après avoir arraché ses ailes, la jeune reine cherche une anfractuosité ou un trou qui lui servira de salle pour pondre ses premiers œufs et fonder sa colonie. En plus des réserves que la reine a emmagasinées avant son envol, la reine consommera, entre guillemets, les muscles qui servaient à faire battre ses ailes. Enfin, et pour terminer, il faut savoir que les fourmis ailées, mâles ou femelles, ont parfois des problèmes de malformation à cause de parasites comme les acariens. Elles peuvent présenter des ailes tordues, pliées ou atrophiées qui les empêchent de s'envoler. Ainsi se termine ce numéro. La prochaine fois, nous continuerons de parler de la morphologie des fourmis, mais cette fois-ci, on se concentrera sur l'abdomen. À bientôt! C'était Au milieu des fourmis, une série documentaire écrite et présentée par Aurélien Haussé.